Hey Alex, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai sorti mes épées et mes grosses veines parce qu'on présente Hellbringer! Ouais! Générique! Crickets. Alors, on est de retour. On est de retour, mais avant que je me coupe là-dessus, je pense que t'en as oublié une, mon Alex. Oh oui, on fera notre combat sanglant tout à l'heure. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, on vient de te le dire, on est là pour, et là je nous amène la boîte, Absolument. Yes. Présenter Hellbringer. un jeu de Maxime Gauthier pour 1 à 4 joueurs. Ah, parce qu'il y a un mode solo. Oui! Et c'est un mode coop aussi. On va Exactement. vous en parler un petit peu plus tout à l'heure. Pour des parties qui peuvent avoir une durée variée, tout dépendant de... On veut passer combien de temps à jouer, il me semble. Exactement, puis on va pouvoir vous en parler plus tard tantôt, on va parler des campagnes, parler du tutoriel et tout ça, donc vous allez pouvoir avoir plus d'informations. Ouais. Mais juste avant, Hellbringer, c'est quoi Hellbringer? Bon. C'est où Hellbringer? Ça vit où là, cette affaire-là? Ça vit où? En fait, Hellbringer, dans la thématique, c'est un continent fictif dans un univers médiéval fantastique où le continent a été colonisé il y a plusieurs millénaires par un groupe qui cherchait en fait à vivre le mieux, hein, avec toutes sortes de diversité. En harmonie. Presque. Parfait. Et puis finalement, ben, tu sais, un Canada dans le fond. Ouais. C'est un Wow. Canada médiéval fantastique. Mais bon. Mais finalement, ça marche pas. Non. Alors, il y a des puissances qui vont décider de se livrer la guerre. Donc, évidemment, le mal, puis le bien. Le mal étant représenté par une horde de démons, évidemment, qui provient des profondeurs de l'enfer. Et le bien par une alliance de différentes populations, justement, qui s'appelle Storm Shield. Oh, some shit. Ben oui, évidemment. Donc, finalement, l'objectif du jeu dans Hellbringer, donc, c'est vraiment d'aller explorer, hein, c'est un dungeon crawler, donc on rentre dans des donjons. Ouais. Un dungeon crawler. Oui. Je sais, merci! Merci de me féliciter pour mon bel Je te anglais. félicite. Merci. Alors, on va explorer des profondeurs, on va explorer des donjons, on va Ouais. affronter des monstres, on va affronter des démons, parce que on veut terrasser justement ces démons-là pour, écoute, aller donc qui sont situés dans le tombeau pour sauver le royaume de Hellbringer. Qui est devenu Hellbringer de par l'apparition des démons. On va remarquer justement que il y a pas, on vous disait tout à l'heure en introduction qu'il y a possibilité justement de faire différentes quêtes pour une certaine durée de temps. On n'est pas obligé justement de tout faire parce que ça pourrait durer plusieurs heures quand même. Non, mais c'est tellement le fun que tu as le goût d'enchaîner après Ben, le c'est tuto. comme, comme Diablo. C'est J'ai ça passé l'affaire. des nuits blanches à jouer. Exactement. à Diablo. Et comme tu parles de Diablo, on en parlera tout à l'heure. Et c'est une présentation de jeu bien structurée qu'on va te parler aujourd'hui, complètement différente de ce qu'on se fait dans des vidéos règles à l'habitude. Parce que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te montrer le matériel. On va commencer par te montrer le super matériel. On veut vraiment prendre le temps de bien faire un beau visuel là-dessus. On va te montrer aussi, on va te parler comment ça va se jouer un tour. Puis on va, moi et Alex, parler, donner un peu notre avis aussi sur le jeu, puisqu'on l'a essayé, puisqu'on l'a fait jouer. On a eu des bons commentaires aussi. Pourquoi est-ce qu'on l'a fait jouer? Ben, c'est parce qu'on a un proto! On a un proto juste là, qui nous a été gracieusement, merci, prêté par Maxime Gauthier, pour qu'on puisse justement, et nous, à notre premier anniversaire des Grillons Givrés, on l'a fait jouer à 4 ou 5 tables là, même là, durant le 4 heures de notre premier anniversaire. D'ailleurs, tu le mentionnes, c'est un prototype, donc il y a plusieurs portions que tu vas voir aujourd'hui, que ce soit au niveau des cartes, certaines illustrations, aussi là, au niveau du matériel, il y a des choses qui vont changer lorsque ça va sortir sur Kickstarter, parce que bien entendu, c'est un prototype, c'est un modèle bêta, plus qu'on a absolument là aujourd'hui. Ouais, alors Alex, si tu es prêt, on s'en va vers le matériel. Je suis prêt! Yeah! Alors mon grillon Alex, Ouais. on va commencer, hein, on a un livre de règles dans lequel, bien évidemment, on a les règles du jeu, il faut se le dire. Absolument. Et, et dedans, ben, on va avoir toute la mise en place, vous allez avoir aussi tous les personnages qui sont là avec leur attribut. Excellent. Et on a aussi dans la boîte le livret de campagne, parce que sans lui, ben, on peut pas avancer dans l'histoire. Non, effectivement, donc dans le manuel de campagne, vous allez avoir donc l'ensemble de l'historique, bien sûr, donc de la thématique et la trame, donc évidemment au niveau de l'histoire. C'est aussi dans cette portion-là que vous allez avoir les détails pour le tutoriel, la mise en place pour le tutoriel, et ensuite l'ensemble des campagnes qui sont différentes avec leur mise en place particulière. Voilà. Alors on continue, on a aussi ce qui est devant nous, on va pouvoir vous le montrer aussi à l'écran. Oui. Donc le plateau de perception. Oui.
Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert le plateau de perception? Alors ici, au niveau du tableau de perception, il y a différents éléments qu'on va voir. Dans un premier temps, au centre du plateau, vous allez avoir 3 lignes où on va avoir des yeux. Donc, dans un premier temps, en haut complètement, vous allez avoir l'œil fermé. Ensuite, dans la deuxième ligne, vous allez avoir un œil fermé, un œil ouvert, qui est la vision mixte, donc la perception mixte. Et finalement, juste en bas, l'œil ouvert, qui est la perception visible. Qu'est-ce que ça implique? C'est qu'on va placer les monstres. Donc ici, si on regarde directement au niveau des monstres que j'ai placés, c'est qu'en fonction des personnages qu'on a, donc qu'on va vous montrer tout à l'heure, ben il y a des personnages qui vont être des monstres, en fait, qui vont être visibles par 1, 2 ou pas de personnages. Dans ce cas-ci, on a l'homme-rat ici qui est pas perçu par personne parce qu'on n'a pas la capacité de le voir actuellement. Il y aurait ensuite le chien de l'enfer où il est dans la catégorie des perceptions mixtes parce que moi je le vois pas, mais le personnage Michael le voit. Et finalement... C'est pour ça, tu sais. C'est ça, moi je suis un guerrier. C'est ça. Et finalement... le bourrin de la gang. Est-ce que tu veux? C'est pas exactement ça. Et finalement, le scarabée géant qu'on voit tous les deux. Alors voilà, donc ça c'est au niveau de la piste centrale et c'est comme ça qu'on va venir placer les monstres. Ensuite, si on regarde directement à gauche du plateau de perception, on va avoir nos piles pour les monstres. Dans ce cas-ci, on aurait la première pile qui est là, où on a les monstres qu'on va justement devoir jouer quand on va faire des rencontres. Et dans le haut complètement, on l'a révélé juste pour l'avoir, mais c'est qu'on aurait la carte du démon avec le scénario avec lequel on joue. Donc par exemple ici, on a la succube qui est disponible dans deux des campagnes, celle qui est en semi-coop et celle qui est en coop. Voilà. Finalement, si on remarque directement ici, donc à la droite du plateau, on va voir, premièrement, dans le haut, la portion des tomes qui nous réfère en portion de quelle partie de l'histoire nous sommes rendus avec des aptitudes en conséquence, donc des modificateurs au niveau de la partie. Et la même chose au niveau des emplacements, donc au niveau de la quête, où est-ce qu'on est rendu, dans quel endroit on est au niveau de la quête, avec des endroits, donc dans ce cas-ci, on aurait la quête, et encore une fois, on va avoir des modificateurs par rapport à la partie et au mode de jeu. Voilà, alors, et on continue avec les plateaux des joueurs, Alex, si tu le veux bien. Parlant de plateau des joueurs, juste avant, ben, on va nommer les personnages, les différents personnages qu'on va retrouver justement. Oui. Donc, on a le magicien. Hein? Bien entendu. Ben, bien entendu. On a le guerrier, bien entendu. Magicien, guerrier. Ouais, c'est les personnages qu'on a choisis pour commencer. Oui, effectivement. Sinon, par la suite, vous allez avoir donc la chasseresse ou le chasseur. Vous pouvez prendre l'orientation que vous voulez, il n'y a pas de problème. Il y a aussi le moine, le druide et finalement le paladin. Et tous ces beaux personnages ont différents attributs et on va vous montrer de plus proche justement à quoi ressemble un plateau de joueurs. Alex, je t'écoute. Oui, donc justement, si on regarde un peu mon plateau là, avec le guerrier, vous allez voir que ma carte personnage est directement au centre. On va ensuite voir directement en haut, comme je suis un guerrier, ben nécessairement j'ai une arme de base. Donc chaque personnage vient avec un attribut de base, un objet, un enchantement ou, dans le cas du magicien, ben justement un sort de base. Ensuite, donc cet attribut-là est placé directement associé avec la rune de la même couleur. Donc si on remarque, je vous le déplace un petit peu ici, là. Donc vous allez voir que dans le bas, en bas, donc à droite de ma carte, et il y a une rune de force rouge. Et je vais donc la placer sur mon plateau de joueur, qui est entouré de la même couleur, directement en dessous de la portion de mon personnage, qui est de la même couleur. Et voilà, on ferait la même chose pour le magicien, tout dépendant de la couleur, et des autres personnages par rapport à leurs attributs de base. Vous allez donc voir ici les 4 carrés qui vont en conséquence. Ensuite, si on regarde dans le bas de mon plateau, je vais avoir justement les aptitudes de mon personnage. Avec le cœur, ben, c'est les points de vie, donc le guerrier et le personnage qui a le plus de points de vie pour commencer, et il en a 50. Ensuite, on a les points d'armure, ben mon guerrier, il n'y en a pas, il est habillé, puis c'est tout, il y a juste des muscles. Ensuite, on a les... c'est les choses qui arrivent. C'est comme qu'on a une bobette de poêle. Ensuite, wow! On commence de même. Comme le barbare dans Diablo 2. Ah oui. Il y a juste une bobette de poêle puis de quoi sur l'épaule. Exact. Puis c'est ça. Des bottes. Des bottes, des bobettes. C'est quand même essentiel. Ensuite, on a les points de perception. Mon personnage a deux de points de perception, ce qui fait référence tout à l'heure aussi au tableau de perception. On va voir les interrelations avec ça. Les points d'action avec le petit éclair, donc personnage pour l'instant qui n'a qu'un seul point d'action. Donc je préfère une action partout. Les points de compétence, j'en ai qu'une seule, donc pour l'instant, je n'aurai qu'une seule compétence apprise en possibilité. Et finalement, donc la dernière case ici, c'est pour le nombre de cartes que je peux avoir en main au maximum, qui serait 5 en ce qui me concerne. En considérant qu'en début de partie, on commence avec 4 cartes par joueur. Par la suite, sur le côté ici, donc évidemment, c'est dans un jeu un petit peu évolutif, dans le sens où les personnages vont avoir, en bon français,
des upgrades. Ils vont évoluer. Mais un des aspects qui est vraiment fantastique dans ce jeu-là et que j'apprécie particulièrement, qui me ramène à mes années de nuit blanche de Diablo, c'est que je peux faire évoluer les personnages de la manière que je le veux bien. Donc, si on revient ici au niveau du plateau de joueurs, bien, on a les mêmes référents pour les 5 catégories de base. Je pourrais donc, une fois que j'ai tué un monstre, utiliser la carte monstre que j'obtiens et venir la glisser où je veux pour faire évoluer mon personnage. Et là, prends-toi une armure, là, pour t'avoir au moins 10 d'armure, ça va t'aider. Oui, ça serait une bonne idée. Donc, dans ce cas-ci, je pourrais effectivement prendre la carte monstre que je vais venir glisser vis-à-vis, justement, mon bonus d'armure de plus 10. Remarquez bien que les bonus sont fixes, à moins qu'il y ait d'autres choses qui les modifient, mais à ce moment-là, ils seraient fixes. Ça veut dire que si je mets une carte vis-à-vis le point de vie, ça me ferait 5 points de vie. Si je le mets vis-à-vis l'armure, c'est 10. Si c'est vis-à-vis la perception, c'est plus 1 au niveau des actions et plus 1 au niveau des compétences. Lorsque je le fais, eh bien à ce moment-là, je vais venir prendre mon petit feutre, venir modifier, donc j'avais 0, je vais effacer mon 0. Ou rajouter un 1 à côté. Ou rajouter un 1 à côté, tout dépendant, pour avoir 10. Et c'est comme ça que ça va évoluer durant l'ensemble de la partie, où on va modifier directement en live les capacités des personnages. Voilà. Et de l'autre côté du plateau, ça va être tout au niveau des cartes qu'on va avoir apprises aussi. Exactement. Donc, c'est les apprentissages, des compétences apprises qu'on va pouvoir venir glisser à ce moment-là avec un nombre qui va varier en fonction des aptitudes et des niveaux des personnages. Alors Alex, si tu veux bien, on va aller voir aussi au niveau des différentes cartes qui existent. Je vais les prendre dans mes mains et donc on va mettre une caméra rapprochée là-dessus pour vous montrer aussi les différents types de cartes qu'on a. Excellent. Alors dans le jeu, on a effectivement, on va avoir les aides-mémoire, donc qui sont recto-verso. On va avoir les cartes de classe, comme vous disait, on vous en parlait tantôt avec les différents personnages. On va avoir aussi les cartes communes. C'est la pioche. On a beaucoup de cartes, là, il y en a 150. C'est la pioche principale du jeu. Et justement, dans le livret de règles, dans la mise en place, on vous demande de faire une belle pioche de 5 piles que vous allez construire au fur et à mesure avec les cartes que je vous montre là. Donc, la règle l'explique très bien. Oui, parce qu'on va mélanger, si je ne m'abuse, entre les cartes communes, les cartes combat et aussi les cartes lieux qu'on va mélanger aussi après avoir fait des dés. Exactement. Alors, je vous montre un peu de quoi ressemblent les cartes combat ici dans les mains. Ouais. Vous les voyez ici. On a aussi les cartes emplacement. On en a 4. Donc, voilà. Je vous montre nos 4 emplacements qui sont là. Donc, outre le premier emplacement qui était sur le plateau de perception tout à l'heure. C'était le cimetière. Donc, était le cimetière. On a la crypte, on a la cave, on a l'enfer et on a aussi le tombeau. On va avoir aussi les cartes histoire et on va avoir les cartes de démons, les cartes monstres et les cartes monstres de départ. Et bien entendu, on peut faire des combats. Donc Alex, pour avoir des combats, il nous faut aussi des dés. Hein? Oui, voilà. Effectivement. Donc, on va avoir des dés à ce moment-là. Il y a 3 types de dés, Michael. Exact. Oui, effectivement, il y a 3 types de dés. Alors, on a le plus gros dé que je vous montre ici, que j'ai dans les mains présentement. C'est le dé des ennemis, là. Donc, dans lequel on a différentes faces. Je vais prendre aussi, vous voyez, là, les petits autres dés dans mes mains. Ça, c'est les dés de dégâts qui sont soit de rien, soit de 5 ou soit de 10. Et on va avoir les dés verts qui sont des dés de poison, qui ont des faces de soit une face 5 ou une face rien à ce moment-là. Alors, comme je le disais justement, Alex, avec ces belles cartes, on va les placer à certains endroits, mais surtout, on va former une pile pour pouvoir jouer à ce moment-là ces cartes-là qui vont justement nous faire évoluer, soit donner des compétences, ou soit faire des combats supplémentaires. Exactement. C'est là où que l'histoire se joue. Ouais. Allons-y maintenant avec comment fonctionne un tour de jeu dans Hellbringer. Allons-y donc. Je prends mon épée. Oh! Alors, comment ça se joue un tour dans Hellbringer? Donc, un tour de jeu, ça va être les joueurs, donc l'équipe, là, on joue ensemble, puis on est en train de jouer, et ensuite, il va y avoir les ennemis. Mais tout dépendamment du nombre de joueurs qu'on est, les monstres vont jouer plus rapidement, plus souvent, en fait, à ce moment-là. Donc, dans un tour de jeu, pour les joueurs, Alex vous l'a montré tout à l'heure, on avait des points d'action qu'on pouvait utiliser pour faire différentes actions. Et, regarde, je vais prendre l'aide-mémoire, justement, pour vous nommer les différentes actions qui peuvent avoir, et on pourra en discuter si tu veux. Donc, on peut
activer l'habilité d'une carte de compétence. Donc ma carte de compétence justement pour le magicien que je voyais tout à l'heure, donc qui est un 3 dégâts à une cible, c'est l'éclair de magie. Donc je peux activer ma carte de compétence. Je peux aussi, mais aussi, sans oublier, quand tu disais tout à l'heure aussi, les cartes de compétences, s'ils ne font pas partie de ta propre, de toi, là, de tes propres attributs à toi ou de tes propres compétences, ben, tu vas pouvoir l'utiliser, mais tu devras la défausser. Au contraire, une carte compétence qui est déjà apprise va rester avec toi à ce moment-là et ben, tu vas pouvoir la réutiliser sans la défausser. Ça d'ailleurs, juste pour préciser de ce côté-là, vous allez vous rendre compte qu'il y a un code de couleur associé. Exact. Donc, sur une carte, vous allez voir un petit globe de couleurs. En fonction de votre classe de personnage, ben, vous allez voir que les attributs ou les compétences ou les objets magiques même qui sont associés sont de la même couleur. Sinon, il y a une couleur frime qui est noire, qui peut être utilisée par n'importe quelle personne. Voilà. On peut aussi apprendre sans frais, donc ça ne coûte pas de points d'action, une carte compétence. Et encore là, justement, on parle que la sphère doit être noire ou la sphère de la même couleur, effectivement, de ce que tu viens de dire. On peut aussi s'assigner un compagnon. Bien oui, j'avais dans ma main, justement, on se parlait des mains tantôt, et j'avais justement un compagnon qui m'aidait, qui était un art sorceleur, là, qui vient d'arriver, qui me donne des attributs supplémentaires, qui vient m'aider lors des combats à ce moment-là. Ça, c'est comme soit les familiers dans certains jeux. Exactement, c'est exactement là. Les personnages qu'on peut engager dans certains autres jeux, comme dans Diablo. Ouais! Et là, ben, on limite de 1 par joueur, parce qu'on s'entend, on peut pas avoir une communauté de 15, là, on n'est pas là-dedans. Ça serait beau. Ça serait beau, mais non. Ça serait trop facile. Parce que comme dans plein de jeux, des fois, tu oublierais juste d'utiliser ces aptitudes. Exact. On peut s'équiper aussi, évidemment, d'un objet ou d'un enchantement. Ouais. Donc, comme là, au niveau de l'enchantement qui est équipé ici, on peut effectivement attaquer une cible. Et on peut aussi utiliser une potion ou une carte de défense. On peut aussi, c'est ça aussi qui est le fun, et on en parlera tout à l'heure, recevoir ou donner une carte à un joueur. On en parle tout à l'heure. Et aussi, on va pouvoir ressusciter aussi un autre joueur. Et on vous en reparle aussi un petit peu plus tard à ce moment-là. La mécanique de la chose. Voilà. Donc, c'est les différentes actions qui sont là. Et ensuite de ça, bien... Ça va être le tour des ennemis. Les ennemis, bien évidemment, leur fonction, c'est d'attaquer. Qu'est-ce que tu veux? Je veux dire, à un moment donné, on est là, puis nous autres, c'est nous manger. C'est nous manger un petit peu. Je veux dire, on fait un petit peu de bruit à gauche, puis à droite, puis ben, à un moment donné, il arrive, puis... L'homme arrive, du plafond, puis tout. Oui, exactement. Donc voilà, c'est... Somme toute, pour vrai, et on en parlera tout à l'heure, ce sont le tour de jeu de la façon que ça fonctionnait, et on va enchaîner les tours de jeu de cette façon-là, en pénétrant les donjons et en combattant les démons. Oh, on est rendu dans la partie les avis, oui, notre opinion, parce que c'est important aussi, parce qu'on veut vous donner notre opinion sur le jeu, et parce qu'on le fait jouer, et parce qu'on a joué aussi au Grillon Givré, on vous disait tout à l'heure, là, on a pu le faire jouer lors de notre soirée du premier anniversaire, alors puis Maxime était présent aussi, donc il y a plusieurs personnes qui l'ont essayé. Maintenant, notre avis, alors juste avant qu'on s'en va sur les avis, j'ai goût de te poser une question, Alex, parce que moi-même je vais y répondre aussi. Es-tu un fan de jeux vidéo, ou as-tu déjà été un fan de jeux vidéo? Et donc, quand je parle de jeux, je vais parler de jeux Diablo, parce qu'on le compare souvent, et même son auteur le dit aussi, le compare beaucoup aux jeux Diablo. Donc, si je réponds pour moi-même à cette question, moi de mon côté, Diablo, ben le Diablo 3, j'ai joué, je les ai fait l'aventure de long en large, et j'en suis un grand fan aussi de ce qu'on appelle Neverwinter Night, dans lesquels je joue une fois de temps en temps aussi en ligne, et d'autres types de jeux vraiment d'aventuriers, dans lesquels on a à augmenter ses attributs tranquillement pour pouvoir être de plus en plus fort et essayer d'avancer le plus dans le jeu. Toi, mon grillon Alex, as-tu été un fan de Diablo, justement, ou de d'autres jeux de ce type? Ben moi, je suis pas un grand gamer de jeux vidéo en tant que tel, mais cependant, j'ai joué à 3 jeux vidéo, puis là-dessus, il y en a 2. C'est Diablo 1, Hellfire, qui compte, ça c'est pour le même jeu, bien sûr, et Diablo 2, moi, j'aime beaucoup cet univers-là. On a un peu l'aspect qui rejoint là, beaucoup au niveau d'Hellfire. En jouant, vous allez vous en rendre compte. Il y a l'aspect du lore, donc de l'histoire. Si c'est un monde qui vous a intéressé particulièrement, comme moi, en jouant à Diablo, puis que vous avez lu quelques livres des créateurs et ainsi de suite, pour aller un petit peu plus en détail au niveau justement de l'histoire, du lore sur les différentes époques, les différentes histoires, les personnages aussi,
c'est intéressant parce que nécessairement cet aspect-là qu'on va rechercher. Évidemment, c'est différent, mais comme votre imaginaire est probablement déjà un peu attribué, vous allez faire des liens. Évidemment, donc quand on lit aussi la base des campagnes, les histoires, la base pour certains personnages, vous allez voir des clins d'œil intéressants par rapport à certains personnages, comme Andariel, notamment au niveau de la succube, et ainsi de suite. Que ce soit au niveau de Hellfire, parce que c'est un aspect qu'on voit aussi dans ce jeu-là, et qui va revenir bien sûr dans Diablo 2, au niveau du monastère. Et vous avez donc des liens comme ça qu'on peut faire tout au long de l'histoire. Le combat du bien contre le mal, évidemment, avec les légions démoniaques, et ainsi que, bien sûr, le volet du bien. En fait, dans ce cas-ci, on a une alliance, mais on va retrouver aussi donc certains éléments là, qu'on va revoir avec un petit clin d'œil, comme l'ange déchu, là, qui s'appelle pas Iswald, mais qu'on va revoir aussi à la fin. Donc, il y a un aspect comme ça, un clin d'œil qui est vraiment intéressant. Je le mentionne, c'est un clin d'œil, c'est pas la même chose que oh, je sais bien, là, il a juste fait du copier-coller. Non, c'est un clin d'œil à quelque chose qu'on connaît, qui donne un aspect de référent qui est intéressant. Le mode de jeu peut être rapide ou lent, ça dépend des joueurs ici, fait il va falloir considérer le niveau de temps. Mon avis par rapport à ça, je vous mentionnerai simplement, idéalement, c'est de vous entourer de joueurs qui ont un mode de jeu qui se rapproche probablement du vôtre, ou en tout cas de bien connaître l'ensemble des joueurs pour savoir combien de temps ça va prendre à un joueur pour faire ses actions et ainsi de suite. Et bien sûr, prévoir le volet donc de discussion entre les joueurs parce que on va s'échanger des cartes, on va le voir dans un instant, mais on va s'échanger des cartes, il y a des actions qu'on va faire en commun, notamment au niveau des combats parce qu'on va pouvoir donc booster certains dommages. Mais donc justement pour prévoir un petit peu ce qu'on fait à chaque coup en prévision. Donc pour les actions qu'on va faire par la suite. Je vais faire du pouce sur ce que tu dis, Alex, pour ne pas répéter ce que tu dis non plus. Je vais parler plus du côté, moi, de l'expérience. De mon côté, c'est important en tant que joueur que je sois devant un écran pour jouer avec ma manette ou que je sois sur une table et que j'ai un plateau de jeu. C'est l'expérience qui compte beaucoup. Donc, c'est dans lesquelles je me plonge. Et ce que j'aime du jeu Hellbringer, non seulement, il y a le jeu, mais il y a aussi la trame sonore. L'ambiance! Il y a l'ambiance, exact. Et que donc fort probablement que vous entendez un petit peu en arrière de notre vidéo depuis tantôt. Donc c'est une belle trame sonore qui a été faite par Maxime Gauthier et compagnie, ses alliés, hein, on va dire ça comme ça. Donc c'est beau. Exact. Fait que pour moi, l'expérience est super importante. Donc oui, je mets l'ambiance, je mets l'éclairage, je pars la musique et je me plonge directement dans mon jeu à ce moment-là. Et en tant que joueur, je sais pas pour vous à la maison, mais moi, dans lesquels, quand on est en mode campagne, je suis toujours en train de, puis on peut augmenter nos attributs, je suis toujours en train de réfléchir, ah oui, là, on va battre ça, là, puis là, je vais pouvoir augmenter tel affaire. Puis là, je vais augmenter tel attribut. Puis j'adore jouer des magiciens de mon côté, ou j'adore jouer des druides. J'adore faire de la magie dans les jeux. Fait que là, je me casse. Puis sachant que les personnages de magie ont toujours un peu moins de cœur, pas de cœur, mais de vie. Donc, ce qui fait en sorte qu'ils viennent s'appuyer un peu sur le guerrier qui s'en va en avant. Donc, c'est des joueurs qui jouent un peu plus vers l'arrière. Et donc, je dois avoir une stratégie aussi supplémentaire pour me regorger ainsi, me protéger ou quoi que ce soit. Donc, j'aime ça. Et là, c'est là, je dis, ok, je vais gagner cette carte-là, ça va être ça ici, ça va être ça ici. Et c'est ce que je retrouve dans le jeu d'Hellbringer. Et c'est ce que j'aime aussi là-dedans. Puis surtout aussi, on se retrouve en gang, on va avoir une discussion en gang. Et donc, moi, l'expérience pour moi, et je suis un être comblé quand je joue à Hellbringer. C'est dans ce sens-là. En même temps, je pourrais aussi donner aussi un avis sur les règles. On a lu, moi et Alex, le livre des règles avant de jouer. Oui, évidemment. Ça aide. Ça aide aussi. On avait parlé, c'est parce qu'avec Maxime aussi, parce qu'on l'a rencontré. Mais donc, en lisant les règles de jeu, on n'est pas parti sur un 4 heures de règles compliquées avec une brique, ça dépend. Et c'est ça qui est le fun dans Hellbringer, c'est que l'intégration se fait suffisamment rapidement. Fait que oui, il y a quelques petits trucs. Oui, on a des mécaniques de jeu à lesquelles certains joueurs non habitués peuvent avoir un petit peu de difficulté, mais oubliez pas, on travaille ensemble. Donc, on est là pour s'entraider, justement, et on est là pour s'initier à ces différents jeux-là. Donc, il n'y a pas 56 000 gogos, là. On n'a pas 40 000 ressources à gérer, là. Au contraire, là. Et c'est ça qui est le fun. Donc, au niveau des règles, on rentre tout de suite,
on peut l'expliquer facilement aux joueurs. Puis on a vu Maxime l'expliquer les règles pour faire le tutoriel, la campagne tutoriel. Il n'a pas passé 2 heures à expliquer son jeu. Là. Il explique, on place les trucs, c'est parti, on se met tout de suite dans l'histoire. Parce que de toute façon, de campagne en campagne, on va prendre l'expérience. Forcément, avec nos attributs, mais on va prendre l'expérience de jeu en tant que joueur. Et il y a plusieurs campagnes qui se font. Et même dans le livre des campagnes, il propose aussi des défis solo, des défis en mode coop et des défis en semi-coop, ce qui veut dire que ben, tout le monde se bat pour le monstre, mais il y en a juste un qui gagne, c'est celui-là qui donne le coup final, finalement. Exactement. Alors, Alex, parlons-en justement du mode coop, parce que c'est ce qui fait tout le charme du jeu, dans le fond. Parce que oui, il y a un mode solo, mais il y a un mode coop quand on joue à plusieurs. On est là pour s'entraider, on est là pour s'aider, on est là pour gagner! Hein? Voilà. Alors, on va vous parler de 3 aspects importants pour le mode coop. Le premier, c'est l'échange de cartes. Pour ceux et celles qui ont déjà joué à Diablo ou à un jeu similaire, en équipe, que ce soit sur Battle.net ou de d'autres manières, on avait la possibilité donc de laisser tomber un objet magique pour laisser l'autre personne à le prendre lorsque, mettons, j'attrapais quelque chose qui était bon pour la sorcière alors que je suis un barbare, fait que j'ai rien à faire avec le petit coca. Bref, alors à ce moment-là, versus avoir une grosse épée full kit, comme, c'est ça. Alors, nécessairement, de ce côté-là, on va avoir cette possibilité-là. Il y a des petites règles comment dire, qui vont harnacher un peu ce système-là, dans le sens que je peux pas dire que, hey, check ma carte, ça devrait être bon pour toi. En revanche, je peux dire, j'ai une épée de flamme qui serait parfaite pour ton guerrier parce qu'il y a un attribut similaire, donc je te la donne. En revanche, on va devoir faire un échange de cartes. Exactement. Donc, je te donne une carte, tu me donnes une carte. Donc, on va faire un échange de cartes là. Et ça nous permet justement de dire, ben, des fois même, ça va faire une bonne alliance, là. Parce que tu as probablement une bonne carte pour moi, peut-être, puis moi, je t'en donne une bonne à ce moment-là. Ou sinon, ben, donne-moi quelque chose de moins bon, c'est pas bien grave. De toute façon, dis-moi ce que tu veux. On va s'organiser. Et l'aspect ici, c'est qu'on n'a pas besoin de compétitionner pour certains objets, parce que nécessairement, il y a des choses qui vont être préférables que j'aille, et vice-versa. Et comme tout le monde joue au même endroit, sur le même jeu, ben, on va avoir avantage à booster l'ensemble des personnages. Ben, beaucoup. Donc, un personnage qui aurait tous les attributs tout le temps, ça serait pas avantageux pour personne de toute façon. Puis parce que quand on va dans un combat, ben si les joueurs qui voient qu'on est là pour combattre, il faut combattre ensemble. Donc, fait que tu peux pas faire un Leroy Jenkins de toi-même puis jouer de ça. Voilà. Un autre aspect aussi important, ben c'est le partage des attributs. Oui. Ce qui veut dire que ben moi là je peux vous donner le beau gros coup final là, puis dire ok c'est moi qui l'ai tué, je prends la carte. Mais ben je vois que à Grillon, Alex, ton guerrier, il manque un petit peu d'attributs. Donc, ou ben ce qui s'en vient, tu aurais probablement besoin d'augmenter un petit peu plus ton attribut. Pour avoir, par exemple, un peu plus de compétences acquises. Exact. Donc, ou tu aurais besoin, mettons, on s'est rendu compte que dans le combat, tu manques peut-être un peu de points de vie ou un peu d'armure et ainsi de suite. Donc à ce moment-là, on va pouvoir se niveler entre nous. Je vais te donner ma carte en cadeau. Je te partage ma carte en cadeau à laquelle tu vas pouvoir toi l'installer pour avoir l'attribut de ton choix. Et encore une fois, c'est à l'avantage de l'équipe. C'est le même principe qu'un échange de cartes, dans le fond, Alex. Exactement. Je mentionne ici d'ailleurs que les fameuses cartes ici qu'on va venir se donner pour augmenter nos attributs, ce sont les cartes de monstres qu'on va avoir éliminées. Donc une fois qu'on zigouille un monstre, ben, on va pouvoir donc définir ben, à qui est-ce qu'on va l'attribuer. Et à ce moment-là, je vais prendre la carte, comme je vous l'ai démontré tout à l'heure sur le plateau de joueurs, qu'on va venir y insérer justement la carte vis-à-vis de l'attribut qu'on veut et le modifier. Et un troisième aspect du jeu coop intéressant, c'est la résurrection. Oui, parce qu'on peut se faire éliminer des fois. Ben oui, on peut mourir parce qu'à un moment donné, si on dépasse nos taux de vie, à un moment donné, on s'est fait poigner dans le cœur, on est dans le cœur, ça bat plus cette affaire-là. Tu t'es fait manger la tête. Ben oui, à un moment donné, je veux dire. Mais ça recolle, ça a l'air. Ça a l'air que ça se recolle. Dans un monde fantastique. Dans un monde fantastique, tout est possible, mais ce n'est pas garanti non plus. Et même en parlant aussi avec Maxime, en disant, ouais, mais on peut bien dire, je vais mourir, viens me rechercher, là. Ça marche pas de même. Ça marche pas de même, exactement. Non. Il y a deux façons de faire ça. En fait, là, vous allez voir qu'il y a dans certains endroits, ou selon certaines parties de l'histoire, que les personnages vont ressusciter automatiquement à certaines portions. Sinon, ben effectivement, il va falloir se fier aux autres personnages pour nous aider si c'est possible. Si c'est possible, exactement, parce que sinon, ben tu peux bien rester là pendant que les autres sont en train de battre le monstre final. Là. Puis tout le monde se fait tuer, puis c'est fini. Exactement. Alors, chers chevaliers, chers guerriers, chers magiciens ou chers druides, c'est le moment de se dire au revoir, plus que notre mission ici s'achève, hein, Grillon Alex. Et tout ça pour dire que ben, le Kickstarter, en ce moment, il est là. Ben, c'est live là. C'est live là. À moins que tu écoutes cette vidéo-là. En 2025, là, ou 26, mais là, c'est le 30 novembre 2022.
Oui, monsieur. Exactement, c'est commencé là, la campagne est là. Alors je t'invite et on t'invite à en profiter beaucoup parce que on aime le jeu. C'est ça qui est le fun au grillon. Non seulement ça, mais en plus, tu as plein de raisons additionnelles pour le faire. Premièrement, ben c'est un concepteur de jeu Québécois! Fait que si t'es québécois, t'aimes ce genre de jeu-là, ou t'es français, ou peu importe, t'aimes juste le jeu, parce qu'il est disponible dans une couple de langues, ben, lance-toi fort, puis collabore avec quelqu'un qui vient du coin. Sur ça, mon grillon Alex, Oui! je te souhaite un bon repos de guerrier. Juste assez. Puis moi, ben, je vais aller manger ma moelle d'os, puis me faire une coupe de potions magiques, puis dire des incantations, puis faire brûler des affaires bleues dans le ciel. Là. On va aller faire des push-ups pour augmenter vos points de vie. Ah, ok. Ça aussi, ça peut se faire. Oui, bien sûr. Ok, donc. Bye, là. Bye, là. Quizzy Crickets.